Alexandra Diaz, c'est une animatrice, une journaliste, mais aussi une entrepreneure qui a bâti un petit empire basé sur le plaisir et la bonne bouffe. Alexandra a pris tout le monde par surprise en annonçant le 16 octobre qu'on lui avait diagnostiqué un cancer agressif du système immunitaire. Alexandra, c'est à la fois une femme rigoureuse et une passionnée qui aime faire la fiesta. Née au Chili en 1972, Alexandra est arrivée au Québec en 1974. On l'a d'abord connue comme journaliste culturelle dans les médias, dont ici même à TVA. Comment vous avez compris l'appel? J'allais dire Mathieu, spontanément. Elle a été animatrice de Cuisine futée, Parents pressés à Télé-Québec. Mais vous connaissez maintenant Alexandra comme la reine du air fryer. Elle a publié 5 livres sur le sujet en 3 ans, tous des best-sellers. À 53 ans, Alexandra débute des traitements de chimiothérapie pour une période de 6 mois. C'est pour toutes ces raisons que je voulais lui parler dans le blanc des yeux. Hola, Alexandra Diaz. Hey, c'est rare. Je parle tout le temps trop, mais je sans mots. Tu es sans mots, pourquoi, Alexandra? Merci de ton invitation, d'abord. C'est moi qui te remercie. Je suis vraiment touchée. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand tu as un diagnostic qui compromet un peu ta vie, tu revois le fil de ta vie. Puis là, tu viens de me le remontrer avec des visages d'artistes qui étaient tout jeunes à leur début. Je suis même pas certaine que si j'ai reconnu Ariane Moffat qui est devant moi. Oui, c'est elle. Oui. Harry, my God. Je cite d'ailleurs sa chanson oui. à Miami dans mon... Dans ton texte d'aujourd'hui. Oui, dans mon texte sur mon site, parce qu'elle dit « à Miami », which is Miami Vice. Mais moi, j'entendais « ami »,« amigos »,« amigos ». Absolument. À Miami, tout est plus fort que la somme des parties. Puis là, je la vois. Donc, ça fait comme une boucle parce que cette phrase-là... Elle t'aide, cette phrase-là? Elle te porte en ce moment? Oui, tu sais, c'est vraiment l'addition de toutes sortes de choses dans notre vie qui, une fois mises ensemble, peuvent avoir un grand impact. Alors, je l'ai écrite. Harry, si tu regardes, j'ai mis dans mon site Amigos, je n'ai pas mis Miami. Alors, il faut dire à tout le monde qu'aujourd'hui, on est le lundi 3 novembre, pardon, parce qu'on enregistre l'émission aujourd'hui, qui va être diffusée vendredi, parce que demain, tu commences la chimio. Donc, je te remercie au nom de tout le monde ici à Dans le blanc des yeux, Alexandra, parce que tu aurais pu, la veille de ton début de chimio, faire bien d'autres affaires que de donner des entrevues, puis tu as accepté de nous parler. Première question, évidemment, comment tu vas aujourd'hui, le 3 novembre? J'ai pensé à cette question parce qu'on me le demande beaucoup, mais je voudrais dire que je suis stand-by pour la chimio depuis le début de la fin de semaine parce que j'ai déjà fait un premier cycle d'une hospitalisation de 3 jours. Et les résultats qui ont suivi ce premier type de chimio-là ont démontré que mes plaquettes ont augmenté. Puis c'est pas nécessaire de comprendre scientifiquement tout ce que ça veut dire, mais à partir du moment où elles sont assez augmentées, Dr. Nathalie Johnson, qui me suit au Jewish, a estimé qu'on pouvait devancer le traitement du deuxième type de chimio que je vais avoir. Ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'à chaque étape, c'est comme ça pour tous les patients, quoi que dise la science, on ne sait pas si le mariage entre notre corps et la science va marcher. Il s'agit d'une collaboration. Alors, on peut se dire qu'à l'étape 1 de je ne sais combien d'étapes, on avance bien. Donc, on a devancé ça. Parce que des fois, des gens me disent « Ah, la chimio, c'est 3 semaines. » Là, c'est 2 semaines plus tard. L'autre chose, c'est que les hôpitaux débordent, les salles de traitement débordent. Donc, aussitôt qu'elle a confirmé ça, elle m'a dit « On t'appelle dès qu'un lit se libère. » Donc, en fin de semaine, j'ai prié pour que mes enfants puissent avoir leur party d'Halloween. Sinon, ils m'auraient accompagnée. Comme ils l'ont fait lors de la première chimio, ils étaient avec moi 24 heures sur 24. Ma fille a dormi avec moi dans le lit d'hôpital. Donc, on est chanceux. On ne m'a pas appelé. Et, comme tu le dis, puis on va en parler, je lance quand même une campagne qui est importante pour le type de cancer dont je suis atteinte, mais pour plein de types de cancers. Puis c'est pour ça que je prends le risque. Puis on pourra l'expliquer aussi, mais
Tu sais, là, je suis un peu gênée parce que je viens parler de moi. Ça me rend très, très, très gênée. Parce que tu n'es pas habituée. Habituellement, tu es soit celle qui pose des questions aux autres, ou alors tu viens parler de répandre la joie dans la vie de tout le monde, avec tes recettes, avec tes livres. Donc, c'est pour ça que tu es dans un rôle complètement différent aujourd'hui. Mais prends-le, Alexandra, parce que les gens s'inquiètent pour toi, les gens t'aiment, les gens t'apprécient, et les gens veulent de tes nouvelles. Donc, aujourd'hui, tu as annoncé que tu allais donner $1 pour chacun de tes livres vendus pour financer la recherche sur ce fameux lymphome du manteau. Alors, je sais que ça surprend, ce mot-là. Donc, explique-nous, c'est quoi? C'est très fashion. Oui, très fashion. C'est vrai que pour une fille comme toi qui est toujours coquette, tu ne pouvais pas avoir le lymphome de n'importe quoi. Il fallait que ce soit le lymphome du manteau. Oui, le lymphome du manteau. Puis il y a plein de gens qui m'ont offert leur manteau. T'es sérieuse? C'est ce qu'ils me disaient, moi, je t'entoure de mon manteau. Ah, que c'est beau! Oui, c'est très beau. Puis en même temps, c'est un type de cancer très, très princesse parce qu'il est compliqué. Moi, je dis toujours, j'aime ça avoir comme, tu sais, la hauteur d'une princesse sans l'attitude. Mais là, lui, celui-là, il a l'attitude de la princesse. Il est compliqué. C'est-à-dire que, c'est pour ceux qui me connaissent, comme je disais, je suis gênée, mais je ne suis pas léthargique. Je ne suis pas couchée dans un lit. Oui. C'est un cancer compliqué. C'est pour ça que je l'appelle princesse. Il faut qu'on soit à distance. Tu sais, tu as vu, c'est comme avoir la GRC autour de moi, oui. Arriver jusqu'ici. Tu es arrivée, tu portais évidemment un masque N95. Tu avais demandé, et c'est tout à fait normal, et on l'a fait, que l'équipe du maquillage, la coiffure, réalisation, que tout le monde soit masqué. Pas par caprice, mais parce que tu as un réel déficit immunitaire causé par ton cancer. Donc, la moindre petite gastro ou la moindre petite bibite pourrait vraiment empirer ton système, ta maladie en ce moment. Oui, puis merci. Tout le monde a collaboré. C'est drôle, j'avais mon masque. On m'a maquillé, on m'a mis des cils parce que, tu sais, je ne peux pas avoir de contact avec un mascara, un pinceau. Et je ne peux pas avoir d'infection. C'est un cancer du système immunitaire. Oui. Donc, c'est ce qui est compliqué. Mais la recherche sur laquelle on va travailler, c'est une recherche qui va m'aider directement, moi, parce que je me sens dans une course contre la montre. Je veux pas qu'on me donne quelques bonnes années. Je veux être comme Jeannette Bertrand puis défoncer les 100 ans. C'est ça mon objectif. J'adore. Donc, je refuse de parler de pronostic, mais je sais que j'ai un cancer qui est sérieux. Qui est agressif, Alexandra? Je connais pas les termes justes de la médecine parce qu'il y a des cancers avec des stades, alors que moi, je n'ai pas un cancer métastatique. Il est déjà partout dans mon corps. C'est pas une tumeur qu'on peut retirer. Puis, j'ai lu beaucoup là-dessus, mais on dirait que mon système nerveux est tellement suractivé que je retiens peu l'information. Ça dépend des moments. Donc, je ne veux certainement pas m'embourber. Mais ce que je veux dire, c'est que je me sens dans une course contre la montre parce que je serai la meilleure patiente au monde possible pour mon équipe médicale. Mais c'est pas assez. Je ne peux pas rester à attendre et ne pas aider la recherche. Attendre que la recherche travaille pour moi. Donc, cette campagne-là, ce que j'ai découvert, parce que je ne voulais pas faire une campagne de levée de fonds qui s'en irait dans un endroit où il n'y a pas des scientifiques qui sont en train de pousser la recherche, qui me donnent l'espoir de défoncer les 100 ans et de vivre avec cette perspective-là. Ensuite, la vie sera la vie qu'elle est pour nous tous. Moi, j'ai besoin de cette perspective-là. Je comprends. Tu as besoin de cet espoir-là, et cet espoir-là va passer par la recherche. Mais je veux juste qu'on revienne un tout petit peu en arrière, si tu permets, Alexandra. Puis si moi, tu permets, t'es prise avec une intervieweuse, c'est que grâce à cette recherche-là qu'on pourra détailler, ce qui est super important pour moi de dire, c'est qu'elle ne va pas aider simplement ce cancer rare. Elle va aider le cancer du côlon, de la prostate, colorectale, je viens de le dire, du sein, de l'ovaire et d'autres, parce que ça va détecter la précocité, donc, du cancer, mais aussi des cellules résistantes. Donc, je vais tout faire pour que ça ne serve pas que moi. Mais on te reconnaît là-dedans, Alexandra. On reconnaît ton appétit de vivre, hein? On reconnaît ta générosité, parce qu'au lieu de dire, ben,
GoFundMe Alexandra Diaz, c'est pas ça que tu fais. Tu dis donner de l'argent pour la recherche, et pas juste la recherche pour mon petit cancer à moi, mais donner pour tous les cancers. Moi, je trouve que dans cette campagne-là que tu lances aujourd'hui, il y a tout, Alexandra Diaz. Il y a tes générosités, il y a ta bonté, il y a ton amour de vivre. Tout est là. Mais il y a tout ce que... Tout ce qu'on est. Je pense qu'on est tous comme ça. Je sais pas d'être têteuse. Moi, je vois le bon chez les gens. C'est juste qu'en ce moment, il y a cette chose-là, qui est cette course contre la montre. Mais il y a aussi le fait que la précarité des gens malades. Moi, je suis une travailleuse autonome. Donc, il y a certaines, je sais pas, assurances sur une carte de crédit. Puis là, j'ai appris tout ce qui était possible de faire, mais reste que là, on s'appauvrit quand on est des malades. C'est très important que tu nommes ça. Et j'apprécie ta franchise et ta transparence. Il faut qu'on parle du fait que avoir un cancer, ça coûte cher. Ouais. Alors qu'il y a un système de santé, normalement, qui doit prendre soin de nous. C'est pas suffisant aujourd'hui, en 2025? Non, puis, tu sais, je fais pas de politique, puis je veux pas en faire, mais il y a quand même une réfugiée qui a été nommée à la tête de la ville de Montréal hier. Je suis une immigrante. Mm-hmm. On a beaucoup perdu. Je suis repartie de zéro. C'est important pour moi d'apprécier chaque jour que je suis au Québec et je ne voudrais pas être nulle part ailleurs sur Terre. Que c'est ma plus grande chance. Et que la pauvreté est une immense violence. Moi, je suis une maman monoparentale. Donc, je pense à toutes les mères monoparentales. Il y a toutes sortes de situations de précarité, mais je me retrouve à risque. Donc, la recherche est une chose, mais je dois gagner ma vie. Tout à fait. Même si je suis malade, je ne peux pas sortir de chez moi. Là, je me dis, si on peut imaginer un petit cubicule, un de mes plus grands plaisirs là, que je demande au Père Noël, là, parce que moi, je crois encore au Père Noël, ce serait d'aller au Salon du Livre. Là, je ne sais pas comment on peut faire ça, parce que... Mais bon, donc... Mais ça va arriver. Si tu le veux, t'es tellement déterminée. Et c'est très particulier parce que tu es une entrepreneuse née. Et j'ai l'impression que tu regardes ce cancer-là, cette maladie, et que tu l'entreprends. T'entreprends ton cancer. Tu t'as écrit aujourd'hui sur ta page Facebook, je suis pas dans un combat, je suis dans un parcours. Ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques ce que tu voulais dire par là. Bien, un combat, c'est quelqu'un qui perd. Quelqu'un qui meurt de la maladie, c'est pas un perdant. C'est pas un loser. C'est pas ça. Alors qu'un parcours, ben, ça me permet de craquer l'allumeau de l'espoir tout le temps. C'est un parcours, quand tu es dans un parcours comme un vrai parcours, tu as des chances de gagner, tu as des chances d'esquiver un obstacle. Tu peux voir les étapes comme quand tu te préparais pour des marathons ou des demi-marathons. Tu peux te dire, bon, kilomètre 1, kilomètre 2, kilomètre 3, c'est un petit peu comme ça que tu te prépares. Exact. Donc, il y a toutes sortes d'étapes, puis ça permet de penser que ce n'est pas un parcours linéaire, et donc il y a des moments où ça va être le fun. Il y a des moments où on a le droit de rire. Moi, je crois que c'est une thérapie en soi. L'humour, c'est une très grande vertu. Puis, donc, il y a ces deux aspects-là qui se côtoient. La recherche est... Il faut que tu aies des sous pour vivre. Oui. Il faut que tu aies des sous pour vivre. Donc, quelque part, je pense que je pourrais dire que j'ai juste pas le choix. Comme tellement de gens. Puis en même temps, parce qu'il y a cet amour du public, parce que tu as été une personnalité publique depuis des années et des années, tu as la chance d'avoir cette tribune. Je veux qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Anecdote, pour les gens qui nous écoutent, toi et moi, on fréquente le même gym. Et cet été, on s'est vus à plusieurs reprises au bord de la piscine.
Je te rappelais ça tout à Au bar l'heure. BR ou au bar BORD? Au bar BORD. Et Je rêve d'un bar. oui, c'est Mon ça, corps refuse j'imagine. de prendre un verre. Mais, et honnêtement, là, tu viens de m'apprendre, il y a quelques secondes, que pendant tout ce temps-là où je te côtoyais à la piscine, où tu étais resplendissante, souriante, ricaneuse, tu étais en train de passer des tests. Tu l'as bien caché, tu as bien caché ton jeu, Alexandra. Et je sais pas si c'est une question de cacher son jeu, mais je comprends parce que tu étais à côté de moi, puis moi, entre un scan. Mais tu étais terrorisée à ce moment-là. Tu avais peur de ce qui s'en venait parce que tu étais dans l'inconnu. Moi, j'ai un grand ami qui s'appelle le déni. Hein. Je le sors quand ça m'arrange. J'arrivais pas à y croire. Et, tu sais, je demeure une maman, puis il faut que je sois un pilier pour mes enfants. Donc, je comprends. J'ai pas de conjoint. Ma famille est au Chili. Donc, je peux pas, je peux pas baisser les bras. Non, c'est ça. Donc, tu sais, on se voyait, puis en même temps, je veux dire, je suis une personne privée dans la vie. Là. Je vois pas pourquoi j'aurais plombé les moments où on est en train de se baigner, on est à côté pour... Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, Alexandra, c'est que tu... avant le 16 octobre, avant la date où tu annonces à tout le Québec que tu as ce cancer-là, toi, tu as vécu ça seule. Moi, je souffrais. Je souffrais, puis la manifestation la plus graphique de ce cancer-là, c'est la rate qui prend des dimensions incroyables. Puis je sentais mon tour de taille changer déjà. Nous, on s'est vu peut-être fin juin, début juillet, avant que vous soyez en vacances. Moi, mes vacances, je les ai prises dans cette piscine-là avec mes enfants. Ce que j'ai adoré, là, c'était des très belles vacances. Là, puis, mais très vite, ma rate, jusqu'au premier traitement de chimio, j'avais vraiment l'air d'une femme enceinte. Je pourrais te montrer tout à l'heure de mon téléphone une photo où ma fille m'a prise à l'hôpital quand on est rentré. Puis mon ventre est exactement comme j'étais à 38 semaines de grossesse avant ma césarienne. Impeccable, pareil. Gonflé. Donc, ça a été ça les premiers symptômes. Parce qu'il faut, à un moment donné, que tu dises il y a quelque chose qui ne va pas avec ma santé, que tu ailles passer des tests. Ça a été quoi le déclencheur? Quand est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal? En fait, c'est que ma maman est décédée d'un cancer il y a 13 ans. Au moment où elle a su son diagnostic, elle est décédée quelques semaines plus tard, à peu près 3 mois plus tard. Il n'y avait rien à faire, puis elle n'a même pas fait de chimio. Et moi, je me suis juré à ce moment-là que si un jour j'étais malade, j'allais le savoir au jour 1. Donc, je suis devenue une abonnée aux prises de sang. Et j'ai pris des économies chaque année pour passer des tests. Et des tests. Donc, on a tout de suite pu détecter dans ces examens-là que j'avais des nodules sur ma rate, que mon sang démontrait les signes d'un possible cancer. Et quand ça s'est manifesté, c'était avec cette rate surdimensionnée que bien des gens qui vivent avec la maladie, ma mère avait un cancer du poumon, elle l'a eu aussi, c'est troublant. Donc, après la première chimio, ça s'est mis à désenfler. Et puis là, il y a une espèce de fascination que j'ai développée sur le corps humain parce que de me retrouver à 53 ans devant mes enfants en petite tenue pour leur montrer comment c'était quand je les portais, c'est surréaliste. C'est des choses que, genre, dans mon scénario le plus loufoque, j'aurais pas pu concevoir qu'ils puissent me voir comme ça. Vulnérable? Non, mais vraiment de voir... Le plus beau moment de ma vie, c'est quand je suis tombée enceinte. À partir de là, ma vie est devenue la plus belle vie que je souhaitais avoir. J'ai porté Henri et Simone, ça a été... Puis là, je pouvais leur montrer. Parce que moi, j'aime tourner les choses un peu au ridicule. Donc, je leur montrais. Mais pour vrai, jusqu'il y a 2 semaines, je marchais en pingouin, puis je me levais comme une femme enceinte, comme ça. Puis je m'assoyais les jambes ouvertes parce que mon ventre était immense, je te jure. Donc, j'aurais pas pu continuer à aller à la piscine. Ça s'est mis à pousser très, très vite. Et puis, j'ai été prise en charge tout de suite pour qu'on
qu'on puisse me traiter. Tu as écrit sur Facebook à un moment donné que le cancer était un professeur. C'est un professeur de quoi, Alexandra? C'est Jane Fonda qui a dit ça. Elle a eu un lymphome du manteau il y a 3 ans. À l'âge de 83 ans, elle a 87 ans aujourd'hui. Bon, bien sûr, il y a un entonnoir avec les caractéristiques, les types de... C'est pas parce qu'elle a eu un lymphome du manteau que j'en ai un qu'on a la même type de maladie. Mais t'imagines quel espoir ça me donne. Et Jane Fonda est une idole de Elle base. a survécu à son cancer. Oui, elle vit toujours, elle est bien. Et c'est d'elle que vient cette phrase à laquelle je devais m'accrocher. Je trouve que la vie est faite pour apprendre, pour devenir une meilleure personne dans le contexte où on évolue. Il faut qu'on devienne des meilleures personnes. Je sais pas, c'est à la base de ce que ma mère m'a enseigné. Mais t'es une bonne personne, Alexandra? Ça fait des années que je te connais. T'es une bonne personne, donc le cancer, il va t'apprendre quoi? À devenir une meilleure personne? Mais tu sais, par exemple, moi, j'étais dissociée intérieurement. Ou disloquée même. Et j'ai appris à me réaligner. Par opposition au terme aligné, tu sais, quand on est aligné avec nos valeurs, on est aligné avec ce qu'on sent, on est aligné avec ce qu'on souhaite. Moi, j'étais dissociée. J'ai jamais été à l'écoute de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Et moi, je me suis toujours sentie bien si je fais plaisir aux autres. Tu sais, pour nommer les 5 langages de l'amour, que je ne sais pas s'ils viennent d'un astrophysicien ou de la culture populaire, je n'ai pas fouillé. Mon langage de l'amour, c'est rendre heureux les gens autour de moi. Bon, si on veut continuer dans la psychopop, ça doit venir d'une blessure d'abandon. Mais c'est des choses que je regardais pas de haut, mais sans grand intérêt, parce que j'ai une famille très intellectuelle où la culture et la connaissance et la soif de la connaissance et du savoir, d'être instruit est plus important que le développement personnel. Mais c'est tout aussi important, puis le développement personnel, ça rend beaucoup plus humble que de juste avoir une certaine culture générale. Donc, je pense que là-dessus, ça va m'aider beaucoup à guider mieux mes enfants. Parce que moi, je suis une maman qui leur imposait du karaté 2 fois par semaine. À l'âge de 3 ans, mes enfants savent cuisiner, savent lire, ils doivent triper sur les soirées électorales comme leur mère, leur grand-père. Tu sais, ces enfants qui doivent... tu sais, c'est des enfants comme j'imagine les Européens de l'Est qui parlent 5 langues avec des parents exigeants. Mais moi, je suis une maman sur cette grande... Exigence. Oui, cette grande substance. Donc, tu vas peut-être leur apprendre plus à développer justement leur alignement intérieur? Oui, à se connaître. Moi, je pense pas bien me connaître. Être aussi autant passionné par une forme de réussite qu'on peut définir personnellement que par la sérénité et la paix intérieure. C'est des choses qui n'ont pas fait partie de mon parcours. Je sais pas, c'est comme si... Mais ça, cette réflexion-là, de la réussite extérieure versus la réussite intérieure, d'apprendre à être enligné, c'est vraiment récent depuis que tu as le diagnostic? Tu as vraiment, il y a comme un avant puis un après? Depuis la pandémie. Depuis la pandémie? Oui. Mais oui, parce que moi, je roulais 100 000 à l'heure. Je suis une fille extrêmement productive. J'aime prendre les projets. J'ai un cerveau avec une filière avec 22 tiroirs hyper organisés. J'ai même pas le temps de les mettre sur papier ou de les rentrer dans un fichier Excel. Ça roule, ça marche. Puis un jour, tout s'est arrêté. Là, on a mis un bâton dans la roue, puis... Du sable dans l'engrenage. Oui. Donc, c'est sûr que c'est la première fois de ma vie où je recevais pas 250 courriels par jour, qui n'étaient pas tous des infolettres pour aller magasiner, on s'entend. Que j'avais pas 8 projets, 14 appels. Je pense que je m'étourdissais beaucoup dans cette vie-là, que j'ai adorée, là, je m'en plains pas, mais j'étais loin d'une autre forme de vie qui correspond
à la lenteur, au La soleil lenteur. sous un olivier. J'adore ça. On va devoir, par contre, prendre une petite pause, Alexandra, pour des pauses publicitaires, évidemment. Puis quand on va revenir, on va continuer de parler de ça, mais je veux aussi qu'on parle de cette... C'est même plus une vague, c'est un tsunami d'amour qui t'a accompagné, puis j'adore le geste que tu fais. On va parler justement de ça. Cette vague d'amour que Quand on tu est à as la reçue. pause, je pense que c'est trop touchant. Alexandra, juste avant qu'on se quitte, tu as été comme submergée par l'émotion parce que j'évoquais avec toi cette immense vague d'amour quand tu as annoncé sur les médias sociaux le 16 octobre que tu étais atteinte de ce cancer. Je peux plus compter le nombre de gens qui t'ont écrit, des personnalités publiques, des monsieur et madame tout le monde. Comment tu as reçu ça? Ben d'abord, j'en ai pris connaissance quelques jours après parce que j'ai publié le mercredi soir. Puis, bon, là, je disais aux enfants, je sais plus comment expliquer à tout le monde que je peux plus respecter mes engagements, donc je vais faire une publication. Puis il y avait une émission à la télé, puis ma fille me disait, parfait, alors on va mettre l'iPad sur la table, puis mes enfants n'ont pas le droit de manger en regardant la télé, mais j'ai même plus besoin de dire ça. Ils sont grands, ils n'ont pas cette habitude-là, mais ce soir-là, ça m'a étonnée parce qu'ils ont mis l'iPad pour regarder l'émission à table pendant le souper, pendant que moi, j'allais faire ma publication. Et quand j'ai fait Enter, mon téléphone a explosé de textos. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est répondre aux gens. Il n'y avait pas grand monde autour de moi qui savait, là, à part mes amis proches. Je parle de 5 personnes. Mais tu sais, j'ai un entourage proche de 50 personnes. Personne ne savait. Donc, j'ai répondu à mes textos parce que c'est forcément les gens qui sont dans ma vie. Absolument. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller voir sur les réseaux sociaux. Mais ma fille regardait, puis elle me disait, maman. Puis là, je lui disais, mais, tu sais, mes amis, d'abord, tu sais, les amis, Oui. tu sais, si on me texte, c'est parce qu'on est proches, là. Puis elle se promenait, puis elle cuisinait, puis elle était comme, maman. Mais je ne pouvais pas imaginer de quelle portée elle parlait. Et le lendemain, j'ai continué à parler avec des proches, des amis qui m'appelaient en pleurant. Puis le vendredi, on m'a appelé pour être hospitalisée. Donc, 36 heures plus tard, je rentrais à l'hôpital. Et là, pour me détendre de ma perfusion, c'est là que j'ai vu. Et là, C'est intéressant que ce soit pendant une perfusion parce que c'est comme si c'était une perfusion d'amour en même temps. C'est exactement ça. C'était un courant. Moi, je me suis mise à faire du Reiki dans cette espèce de juxtaposition de la science et de la spiritualité. Toute ma confiance repose sur la science et toute ma tête, mon cœur, mon âme repose sur toutes les médecines alternatives. Et ma maître Reiki, qui... c'est drôle, parce que je suis pleine de préjugés. Je pensais qu'il fallait être une femme à barbe pour faire du Reiki. Le Reiki, c'est comme un transfert d'énergie entre un maître et quelqu'un qui souffre, donc l'imposition des mains, toutes sortes de choses comme ça. C'est ancestral au Japon, dans les cultures asiatiques. Merci de l'avoir expliqué mieux que moi. Puis quand je la regarde, elle est devenue mon amie. Puis elle m'a fait un mantra, tu sais, pour accueillir la chimio. C'est quoi le mantra? Ben c'est quand même un texte qui dure une dizaine de minutes. Ah, OK, on va laisser faire. Mais que je pourrais te résumer en un liquide précieux doré, qui se promène dans mon corps. Puis, tu sais, dit comme ça, ça peut avoir l'air un peu ésotérique, sauf que quand on est en train de te transmettre par intraveineuse la chimiothérapie, c'est comme une prise de sang, ceux qui n'aiment pas ça. On se contracte, là, comme ça. Mais moi, je fais des techniques de respiration depuis longtemps, puis je me suis vraiment rendu compte, surtout pendant la pandémie, si on avait à avoir un vaccin ou autre, une prise de sang quelconque, si tu te détends, puis tu respires par le nez, puis tu respires par le bon endroit, soudainement, oups! Ça se passe mieux. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement le vécu que j'avais dans ma chambre d'hôpital, couchée avec mes enfants. Donc, j'accueillais ce liquide doré, précieux. Tu sais, souvent, comme la chimio,
c'est du poison, là. Oh, ou ça peut être ça. Donc, tu sais, moi, il faut que mon corps collabore. Puis en même temps, je recevais ce courant de bienveillance que j'ai appelé ma centrale électrique de soutien parce que c'est à l'image de mon Québec. Donc, je recevais le courant, tu sais. Est-ce que tu as été surprise de l'ampleur que ça a pris? Parce que c'était des centaines et des centaines et des milliers de commentaires. Je pense aussi à Marie-Claude Barrette qui a dit « Envoyez-lui de l'amour ». Je pense à José Lito Michaud qui a dit à quel point il t'aimait. Je pense aussi, pas plus tard que samedi dernier à l'émission En direct de l'univers, Colette Provencher qui a dit « Je prends tout l'amour que vous me donnez et je l'envoie à Alexandra ». Ce que j'aime, là, c'est deux choses. C'est que j'avais un peu perdu foi en l'humanité dans les réseaux sociaux parce que quand il arrive des vagues de grands commentaires, il y a beaucoup de souffrance dans les commentaires. Puis là, c'était beau. Je pense que ça faisait du bien à tout le monde. Moi, quand je vois sous une publication 1500 commentaires, je peux pas y aller parce que c'est sûr que là-dedans, il y a du négatif. Puis je contrôle ce que je mets dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, depuis que j'essaie d'être bonne pour mon corps. Ça tombait bien, ça mettait la table pour cette maladie-là. Alors que là, tous les commentaires sont d'une entraide, d'un témoignage. Ça m'a réconciliée avec tellement de détresse, de peine. Tu sais, moi, j'emploie pas le mot la haine, puis les haters, c'est de la peine, c'est de la souffrance. Donc ça m'a réconciliée parce qu'on a besoin de se réconcilier avec la nature humaine en ce moment dans le monde. Puis l'autre chose, c'est que je peux pas garder ce soutien-là pour moi. Donc, je pense à une certaine Madame Malouin qui m'écrivait ce matin. Puis elle me disait, t'es chanceuse, moi, j'ai un cancer. Puis elle me décrit son cas, mais je suis toute seule. Puis là, je lui ai répondu parce que je peux pas répondre à tout le monde. Donc, j'essaie de mettre des petits cœurs pour que les gens... Sache que tu as pris connaissance. Oui, je vous reçois, là. Je vous reçois, je vous lis, là, c'est sûr. Alors, elle était toute seule. Puis là, j'ai dit, moi, je suis avec vous. Si je peux vous aider, je vais le faire. Puis si vous lisez ma réponse, tout le monde, on met un petit cœur sur le mot de Madame Malouin. Là, je ne serais pas capable de la retrouver dans les commentaires. Mais tu sais, on fait ça, moi, c'est comme je suis là pour les commentaires, là. C'est ça qui est le plus drôle quand il n'y a pas de méchanceté, là. C'est ça qui, tu sais, c'est le fun parce qu'il y a des gens qui ont de l'humour dans les commentaires. Et je me disais, il y a des gens qui vont lire les commentaires. Et ils vont envoyer de l'amour à Madame Malouin. Mais tu viens de mentionner l'humour. À un moment donné, tu as fait une de tes publications où tu as dit, dans les commentaires, envoyez-moi des blagues. Oh mon Dieu! Écoute, il y a eu plus de 500 personnes. Puis moi, je suis allée lire chacune des blagues et j'ai eu un fun noir. J'ai pas besoin de payer pour aller voir un humoriste. Les gens t'envoyaient des blagues. Et toi, depuis le début, t'essayes d'utiliser l'humour. Tu dis, ça va être rock'n'roll. Moi, je préfère le reggaeton. Je veux dire, t'es tout le temps là-dedans. C'est quoi ton secret, Alexandra, d'arriver à aller chercher cet espace de lumière dans quelque chose qui pourrait quand même être assez sombre? Bien, c'est sombre si... c'est sombre si ça s'arrête là. Sinon, la vie... Moi, je pense que la vie, c'est pas facile. Je pense que la maternité, c'est pas facile. À partir de ce moment-là, ben, je trouve pas ça difficile parce que je m'attendais pas à... C'est une gestion d'attente. Mais... Donc, moi, des épreuves, je peux toutes les surmonter. Je n'ai pas peur. Et je veux juste pas que ça se termine. Je comprends. Je suis capable de les surmonter. Là. Puis, moi, l'humour, je sais pas, je pourrais être mon ami, il faut être drôle. J'aime ça. Je trouve que je suis très séduite par l'humour. Tu parles d'amitié. Je vais juste rebondir là-dessus parce que il y a une de tes amies très proches, Isabelle Massé, qu'on salue, qui est journaliste à la presse, qui a écrit la biographie de Norman Brathwaite. Et je pense que tu es assez amie avec elle, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de photos de toi avec elle. C'est comme ta sœur. Elle a eu, elle aussi, un cancer.
il y a quelques années. Est-ce que le fait qu'elle ait traversé ça, est-ce que vous en parlez toutes les deux? Est-ce qu'elle t'aide? Est-ce que le fait d'avoir quelqu'un proche de toi qui a vécu quelque chose de semblable, ça... Est-ce que vous êtes des sœurs de cancer? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non. Non. Non, moi, j'aime pas ça, ce terme-là. Moi, j'aime mieux que je veux être sœur de niaiseuse, sœur de niaiserie, sœur de... Je veux pas être sœur de cancer. Je veux pas que... D'accord. Parce que le mot sœur, c'est une famille. La famille, c'est de l'amour. L'amour, ça se multiplie. On veut pas ça. Mais je comprends quand des sœurs de saints, c'est des termes d'amour. Oui. Mais moi, je n'emploie pas ça. Mais Isabelle, qui travaille à la presse, qui est maintenant directrice et qui a été journaliste longtemps, les gens se rappellent d'elle parce que dans sa petite photo, à l'époque où le journal était publié, on voyait juste des cheveux d'haïtienne. Donc, c'est elle. En dessous, il y a un un visage être humain. et il y a beaucoup d'humour. D'ailleurs, Isabelle, qui est si féminine, qui a l'air d'une top modèle, mais il y a une voix comme ça. Il y a une voix de Gérard, donc elle s'appelle Magéra. Tout le monde sait que j'appelle Magéra. Donc, Magéra, elle a... puis encore là, je ne veux pas m'embourber dans des termes, mais c'est un cancer chronique. Oui. Donc, il y a divers types. Mais c'est sûr que, tu sais, à la seconde où elle a eu ce diagnostic-là, elle m'a appelée, puis c'est sûr qu'à la seconde où j'ai eu le mien, je l'ai appelée. Puis on en parle, puis des fois, toutes les deux, on se dit, ah, si les gens nous entendaient, parce que nous, on appelle un chat. Puis on se dit les vraies choses, puis avec beaucoup d'amour. Puis tu vois, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, elle a un rhume. Donc, elle me dit, je peux même pas t'envoyer mon chum pour te donner un lift pour aller à l'hôpital si les enfants sont à l'école, parce qu'on est jour de semaine. La première fois, c'est jour de fin de semaine. Donc, elle me trouve une autre amie. Donc, il y a un réseau tout autour de toi. On va prendre une petite pause parce que je veux qu'on continue à parler de ce réseau-là. Mais aussi, je veux qu'on repasse un petit peu de ton parcours avec certaines images qui ont été marquantes dans ta vie. On va te rappeler des bons souvenirs, je pense, Alexandra. De la gêne. Ça va être gênant. Rien de gênant, juste des belles affaires. Juste de l'amour. Alexandra, je demande tout le temps à mes invités d'apporter un objet ou une photo, quelque chose qui les définit, qui leur ressemble. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir plus belle image que ça. Toi, avec un immense sourire qui tient Nina, ta petite chienne dans les bras. C'est ça ton objet qui te définit. C'est de la zoothérapie que tu fais, en fait, avec Nina. C'est de l'amour. Ben oui, la zoothérapie, c'est quand même démontré à quel point ça fait du bien. Puis mes enfants, ça fait 5 ans qu'ils me demandaient un chien. Puis on gardait le petit chien d'une amie depuis 5 ans. Puis ils avaient largement démontré qu'ils allaient s'en occuper parce que c'est faux. Là, quand les enfants disent on va s'en occuper, les parents, c'est faux. Sauf que moi, les miens sont élevés par une maman caporale. Donc, ils avaient démontré que oui, mais c'était non parce qu'on aime voyager, parce que je préfère prendre tous les sous que j'ai pour faire un voyage, parce que c'était pas possible de compliquer notre vie avec un petit animal. Ça demande tellement de respect, tellement de don de soi. Puis... ben, quand je sentais que je commençais à passer des tests, il fallait que je trouve du réconfort pour mes enfants parce que ma famille est au Chili, parce que j'ai pas une maman qui va mettre sa vie sur pause pour m'aider à soutenir mes enfants. Ils ont leur papa, mais moi, j'ai pas de conjoint avec moi, donc... C'est elle, mon chum. C'est elle. Mais elle est en train, d'ailleurs, de te combler d'affection. Tu as parlé de ta mère et je veux justement qu'on regarde une photo de ta maman. Oh, maman. Gloria, ta petite maman. Et on a le même profil. C'est fou. C'est au Chili. On va peut-être aussi montrer un petit peu plus tard une photo de ton papa qui est décédé cette année. Et c'est sûr que si tu avais eu tes parents avec toi, est-ce que tu penses que, je te pose la question, est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile de traverser cette épreuve-là? Oui. Écoute, la seule chose que je voudrais en ce moment, c'est ma mère. Parce que j'aurais quelqu'un d'extrêmement intime. Tu sais, moi, mes enfants, je vais tout prendre pour eux. Mais moi, je peux pas leur donner ma peine. La seule personne qui pourrait tout prendre, c'est ma maman. Tu vois, hier,
quand je me lève le matin, depuis que j'ai fait de la chimio, parce qu'on m'a garanti que j'allais perdre mes cheveux, il y a des casques réfrigérants maintenant qui existent, qui peuvent préserver les cheveux pour certains types de chimiothérapie, mais pas pour... Moi, j'en ai plusieurs types, donc c'est pas possible. D'accord. Puis, je comprends que des cheveux, c'est secondaire, je comprends, mais c'est un symbole tellement fort du cancer que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement troublant et vulnérabilisant pour moi. Puis tous les jours, je me lève, puis on dirait que c'est comme un petit bébé, là, je me dis, OK, ils sont bien accrochés. Hier, pour la première fois, j'ai passé la main dans mes cheveux, puis j'avais une poignée monstre de cheveux, puis je me suis cassée en mille miettes, puis j'ai déversé une rivière. Mais mes enfants ont vu ça, puis je sais que c'est correct, mais mes enfants ont déjà vu des choses. C'est pas des enfants qui sont surprotégés, là, mais justement, ils ont tout vu, là, je voudrais... Puis à ce moment-là, je textais à mon groupe d'amis qui leur dit, mais vous êtes mes chums puis ma maman en ce moment. Donc, vous êtes le safe space où je peux parler sans barrière. Puis moi, j'aime pas ça être lourde, puis j'aime ça faire de l'humour, puis j'aime ça rendre ma convalescence agréable pour tous ceux qui m'accompagnent. Mais là, comme a dit Georges d'Or, Anne de brailler une shot. C'est vrai qu'il avait écrit un livre qui s'appelait comme ça, Anne de brailler une shot. Mais donc, c'est ces moments-là où tu te dis, ben, si maman avait été là, si mamie, ta Gloria avait été là... Ça serait plus facile. Ça aurait été plus facile. Oui, je pourrais être moins forte des fois. Je suis tannée d'être forte. Je suis tannée du règne des superwomen. Je suis tannée que les femmes, qu'on n'ait pas de répit. Puis il y en a qui sont dans des situations plus compliquées que la mienne. Donc, c'est sûr que cet élan de solidarité, je voulais le transformer en quelque chose qui puisse servir les gens. On ne me verrait pas prendre des photos de moi en jaquette bleue à l'hôpital. Mais non. Mais non. C'est correct, là, tout le monde peut faire ça, là, mais je veux dire, je pense que si moi, j'ai le privilège d'une tribune, il faut qu'elle puisse servir à ce que toutes les personnes qui vivent des difficultés en ce moment, quand ils viennent voir mes publications, ils trouvent qu'elles puissent se charger sur ma centrale électrique, que tout le monde vienne se charger pour quelque chose. Que tu fasses œuvre utile. Clairement. Donc, l'argent remis à la recherche à l'hôpital général. Donc, les gens peuvent aller sur ton site, te procurer tes livres. Une des raisons pour laquelle tu occupes une place si importante dans le cœur des gens, c'est toutes tes années, évidemment, les livres, les air fryers, tout ça, mais aussi toutes ces années-là où tu as été chroniqueuse culturelle. Je veux juste te rappeler un petit souvenir. J'ai tellement aimé ça, faire ça. Avec une certaine Céline. Tu peux regarder les images. On a retrouvé les images de toi. Tu avais accompagné Céline Dion à Pretoria, en Afrique du Sud. Oh mon Dieu! Même Nina, elle approuve. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là? Celle, c'est la femme qui a la peau la plus hydratée, la plus belle du monde. J'étais assise à côté d'elle, j'avais de la misère à lui poser des questions. Tu regardais sa peau? Je regardais sa peau. Elle est tellement belle. Mais tu es magnifique, Alexandra. Arrête là, de parler de Céline qui est belle. Non, mais c'est parce que je me rappelle exactement. Ouais. Je l'avais jamais vue d'aussi près parce que quand on allait couvrir ses spectacles, ben, elle était assise sur scène, on est dans la salle, les journalistes. Mais là, je suis à Pretoria. Tu comprends, je suis en Afrique du Sud. Je venais d'accoucher d'Henri. J'avais acheté un frigo debout. J'avais congelé tous les repas pour Henri et son père avant de partir. Oui, parce que tu étais disloquée, parce que tu pensais aux autres avant de penser à toi, Alexandra. Oui. Puis dans cette tournée, René avait été tellement gentil. C'est vraiment un chic type. Et j'ai rencontré aussi dans ces moments-là Mario Lefebvre, qui était le bras droit de René Angélil, qui aujourd'hui est lui aussi... un cancer. Oui, a un cancer. Il est traité à l'hôpital juif, puis il fait énormément pour la fondation de l'hôpital juif. Puis là, c'est comme la cheerleader, là, parce que c'est le gars le plus drôle au monde. Puis c'est des rencontres qui m'ont été permises. Puis je me rappelle que René m'avait dit, avec sa voix, que j'aimerais tant imiter, si je n'étais pas si gênée, parce qu'on est à la télé, j'ai quand même une version pas pire de René.
Il me disait que je le faisais penser à sa fille. J'ai l'impression qu'il m'a pris sous son aile comme sa fille. Ouais. Oui. Puis là, il me disait, viens-t'en backstage. Huh. Puis là, j'allais... Il m'a parce que, bon, les journalistes ont certains accès, mais là, il m'a amené là où est l'équipe de Céline. Puis là, moi, c'est genre... La première chose que je vais faire, c'est qu'est-ce qu'ils mangent. C'est ça qui me passionne. Il y avait du pâté chinois à Pretoria dans le buffet. Il y avait des trucs québécois. Je trouvais ça tellement hallucinant parce que, tu sais, René Angélil, c'est un fils de Syriens, c'est un fils d'immigrants. Céline n'en parle jamais, mais tu sais, c'est tablé, c'était des médias arabes. De la musique, oui, puis de la musique et tout ça. Son mariage, quand même, on l'a vu. Oui, oui. Mais c'est intéressant parce que tu as toujours cette préoccupation-là aussi de parler du Québec multiculturel. C'est ça? Oui. C'est ça le Québec aujourd'hui. T'imagines-tu que dans ce voyage-là, où moi, je faisais un premier voyage loin de mon nouveau-né, je mange du pâté chinois en Afrique du Sud. La cuisine réconfort. Notre cuisine, tu sais. À ce moment-là, tu te sens connecté, là. C'est tellement beau. C'était vraiment une tournée extraordinaire. Puis à ce moment-là, Céline accompagnait sa maman qui allait rencontrer Nelson Mandela. Oui. Donc, on était allés dans les quartiers de Soweto. C'est un beau souvenir. Je ne peux même pas croire que j'ai vécu cette carrière-là, Sophie. Mais une carrière extraordinaire. Je veux absolument te montrer une image que tu as mise à un moment donné sur tes médias sociaux. Donc, c'est toi en train de faire de l'exercice et parce que tu as... au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, c'est écrit M, prix... Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit Mange, prix, M, comme le livre. Cours, puis chin-chin. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Ben, je dirais mange, prix, M, cours, puis chin-chin. Ben, c'est juste que moi, je bois tout le temps des électrolytes. Maintenant, je bois plus d'alcool. Mais je bois encore parce que c'est important de s'hydrater. Je pense que je dirais la même chose. Mange, prix, M, cours, puis chin-chin. C'est vraiment... Je n'ai pas changé. Je change pas. C'est extrêmement prévisible. Mais le mot prix... J'ai toujours essayé de le comprendre. C'est cette connexion à soi. Connexion à soi, c'est parfait. Ce sera le mot de la fin. Muchísimas gracias. Merci, Alexandra. On va se faire un câlin un jour. On va se faire un câlin bientôt. Merci. Merci.